Merci beaucoup, Benoît, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec plaisir, Julie. Je sais que tu es très pris, tu vis en Espagne, tu travailles avec des collaborateurs dans le monde entier, mais tu as accepté de nous consacrer un petit peu de temps. Nous sommes aujourd'hui donc en 2025 et j'aimerais, s'il te plaît, Benoît, pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître, qu'on reparte un peu dans le passé. Et j'aimerais découvrir qui était le petit Benoît à 10 ans. Alors je sais, ça te fait remonter un peu loin dans tes souvenirs, mais est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Qu'est-ce que tu as aimé quand tu avais 10 ans? Qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Par quel film tu as été bercé? Quels étaient tes rêves? Écoute, je suis de Vannes, où je vis. Donc aujourd'hui, je vis et travaille entre Vannes et Madrid. Et je fais partie d'une famille aimante. Et donc j'allais à l'école primaire ici. Et j'étais un enfant un peu rêveur. J'aimais la musique. J'ai eu un instituteur en CM2 qui avait une guitare Pierrick. Et j'ai toujours aimé chanter. Et donc j'ai beaucoup aimé Georges Brassens, Renaud. Je suis le petit-fils de 4 agriculteurs. Et des familles nombreuses, 12 et 7. Et mon frère et moi sommes les aînés de 43 cousins. Et donc une partie de la famille qui aime beaucoup chanter. Un peu à la gauloise, quoi. Et donc j'ai pris ça. Et j'ai vécu une belle enfance et une belle jeunesse. Et quels étaient tes rêves là quand tu avais 10 ans? Tu rêvais de quoi? À 10 ans, j'étais très curieux, j'aimais beaucoup, j'étais très sociable. J'aimais beaucoup partir en colonie de vacances, par exemple, faire des camps. Je jouais aussi au foot. Voilà. Donc déjà un petit peu l'envie de partir quand même. Oui. J'ai envie de découvrir. Ouais. Donc à 16 ans, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me faire un petit peu d'argent de poche et je vais aller vendre des fleurs à Vannes. Voilà. Et ce qui aurait pu être une expérience banale est devenu quelque chose d'assez... Ces petits moments clés. Effectivement, derrière chez moi, à Séné, on avait des marais salants où poussaient des fleurs, des statices. Des fleurs, quand tu les mets tête en bas, peuvent durer tout l'hiver et faire des compositions florales. Et effectivement, avec maman, on allait les cueillir les mardis après-midi et vendredi après-midi pour le samedi matin aller au marché de Vannes. Donc j'y arrivais à 6 heures et le placier, il y avait la licence des commerçants qui a la licence au trimestre, mais on appelait le gamin, toi le gamin, tu te mets là. C'est assez atypique parce que quand on a 16 ans, on est plutôt en train de faire la grasse matinée. On est ado, se lever à 6 heures. Voilà, et alors je vendais mes bouquets à 10 francs le bouquet. Alors à l'époque c'était des francs, et j'arrivais quand même à gagner 300 francs par matinée. Donc ça fait l'équivalent de 60 € à peu près. Mais surtout, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'aimais ça et j'aimais le haut et le bas de la vente. C'est-à-dire être parfois, parler avec les gens, alpaguer un petit peu. Et puis en même temps, être parfois une demi-heure tout seul, avec cette espèce de doute. Et j'aime aussi la relation avec les collègues. J'avais des collègues maghrébins, j'avais les autres commerçants. Et je me suis rendu compte que j'aimais la vente. J'aimais ce contact de la vente. Et c'était pour moi, à ce moment-là, effectivement, un indicateur intéressant. Donc à 16 ans, là, tu te dis, demain, je veux faire quoi? J'ai aussi eu, j'étais à Saint-François, à Vannes, et j'ai fait un échange scolaire avec Pontevedra, en Espagne. Et j'ai commencé à découvrir un autre pays. Et je me suis rendu compte que j'avais un appel du large, un appel des grands horizons, et il était évident que je souhaitais étudier hors de France. En tout cas, commencer à découvrir le monde. À l'époque, j'ai commencé à apprendre le chinois, je pensais à la Chine-Asie, mais l'espagnol et l'Amérique latine ont été plus naturels. Donc j'ai fait une école de commerce entre Reims et Madrid, et qui a été extraordinaire pour moi. Voilà. En plus, c'était toute cette génération Erasmus, où j'étais dans les premières générations, avec l'anglais aussi. Et c'était une très très belle période pour moi, de l'école de commerce et tout ce qui va avec. À 25 ans, tu pilotes déjà 13 magasins, 80 employés à ton actif. T'as fait vite. À l'époque, il y avait le service militaire. Et j'ai eu la chance de le faire sous forme de coopération, donc VIE ou VSN, pour Sodexo au Chili. Et j'y suis parti avec une petite copine que je connaissais à peine. Et on a commencé notre vie là-bas. Et après 1 an et demi, Sodexo m'a proposé de rentrer en France avec un CDI. La petite copine qui m'a suivi, qui avait trouvé un job là-bas, elle me dit, attends, je t'ai suivi, maintenant je reste.
Donc j'ai cherché un travail chez Kodak au Chili pour piloter des magasins. Donc oui, à 25 ans, je pilotais 13 magasins, 80 salariés, 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et je crois que j'ai fait toutes les erreurs qu'un jeune manager peut faire quand on pilote tant de personnes, dont certains avaient un âge double de moi. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adorais le commerce, le pilotage des gens. J'ai eu un ou deux patrons vraiment excellents qui sont devenus des mentors pour moi, qui m'ont mis en confiance et qui m'ont fait aimer le retail. En 2009, là, c'est un très, très gros changement. Il y a un licenciement. En Espagne, ça ne va pas du tout. Il y a 27% de chômage. Tu vas nous expliquer tout ça. Et c'est à ce moment-là que tu décides de créer Cap Kellen, mais alors vraiment dans des conditions, on va dire, pas du tout favorables. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le courage de te lancer alors que peut-être que 4 ans plus tôt, c'était le bon moment? Donc là, tu as 34 ans, 2009, 38. Pourquoi à 38 ans, ça a été le bon moment? Quel a été l'élément déclencheur? Donc j'ai vécu ma vingtaine en apprenant beaucoup, en ayant donc des très bons managers. Je suis revenu en Europe à 31 ans et j'ai vécu ma trentaine dans le monde corporate, notamment Kodak, mais aussi une autre entreprise, avec toujours beaucoup de passion et avec une frustration croissante. Une frustration qui à la fin devenait même légèrement du cynisme. J'étais en réunion commerciale et j'avais un boss qui disait « on va faire du plus 20%, ok ?» Tout le monde disait ouais. Je me disais, tu ne te rends pas compte que personne ne te croit là. Je voyais bien qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de motivation. Et je ne savais pas si j'étais le seul à le penser. Je me suis rendu compte que, essentiellement, j'avais une acuité dans mon discernement à ce moment-là, et j'avais peut-être un don ou une perception particulière. Et durant ma trentaine, j'ai aussi reçu beaucoup de formations. Et je me suis rendu compte que en salle de formation, j'étais électrisé. Il m'arrivait de rentrer chez moi le soir et dire à ma femme, tiens, j'ai eu une formation, j'étais électrisé littéralement. Et je me suis fait un MBA, un executive MBA à 34 ans, où effectivement j'ai travaillé un peu sur moi. Et je suis arrivé, notamment dans le cours de psychologie, à me définir en 3 adjectifs, qui est un petit peu surprenant pour un cadre de 34 ans, père de famille. Ces 3 adjectifs, c'était entrepreneur, formateur et artiste. Et alors c'est vrai qu'à 16 ans, j'aimais chanter, etc. Je vais peut-être poser la question. Tiens. En tout cas, je garde ces 3 termes. Et à 38 ans, je me suis rendu compte que j'avais un projet au fond des tripes. Et je me sentais mûr pour le proposer à l'univers. Et cela s'est matérialisé. Je commençais déjà à me poser la question, mais effectivement, le 19 décembre 2008, ma patronne m'appelle à son bureau, on s'appréciait et on travaillait bien ensemble. Elle me dit, écoute, voilà, les conditions sont vraiment compliquées. Donc moi, je vis en Espagne. Il faut que j'enlève des salaires élevés, t'es dehors. C'est un vendredi. Ce soir-là, donc je vivais à 15 km de Madrid et nous avions une fête d'une amie, qui est son anniversaire. Donc, le soir, je prends la voiture avec ma femme, Viviane, pour aller. Et dans la voiture, je dis, écoute chérie, nouvelle est annoncée, je suis au chômage. À ce moment-là, donc on a trois enfants qui avaient 10, 8 et 3 ans et qui allaient au lycée français à Madrid. Le lycée français, c'est 600 € par enfant par mois. Donc 1800 €, plus un crédit immobilier comme tous les couples. Là. Et dans ces conditions, je dis, écoute, je suis au chômage, sachant qu'en Espagne, le chômage est capé. Ça veut dire que quel que soit le salaire de cadre, c'est 1200 € maximum de chômage. Comment elle accueille ça, Viviane? Elle me dit, ok, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, j'ai un projet au fond des tripes, c'est peut-être le moment de le faire. Et elle me dit, you go for it. Quelques jours après, dès le lendemain, elle fait une réunion avec les enfants dans la cuisine. Elle a 3 fils là. Les garçons, on a une nouvelle offre annoncée. Papa a été licencié. Il n'a plus de travail. D'autres papas, ce qu'il ferait, c'est aller chercher un autre travail. Mais lui, il ne va pas faire ça. Il va lancer son entreprise. Il va être entrepreneur. Il va être quoi? Entrepreneur. Elle explique un petit peu ce que ça veut dire. En particulier, 2 éléments. 1, la notion de risque. Il va lancer une entreprise, peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Okay, mais
on va quand même l'appuyer, d'accord? Et la notion de niveau de vie. Il va falloir réduire le niveau de vie, ok? Êtes-vous d'accord? Donc il y a mon deuxième qui me dit, est-ce qu'on a toujours des pattes? On se regarde avec une femme, on dit oui. Donc sous cet engagement d'avoir toujours des pattes, on a été ok pour démarrer le projet. Mais est-ce que justement cette pression, ça t'a pas fait douter de te dire, bah ouais, c'est peut-être au fond de moi, j'ai peut-être très très envie, mais Franchement, voilà, le risque est énorme. Franchement, j'étais habité par mon truc. J'avais ça au fond des tripes. Il fallait que je le fasse. Je crois que j'aurais mal fini si je ne l'avais pas fait. Je sentais que cette première partie de carrière de 15 ans, je l'avais vécue pour pouvoir proposer au marché, au monde, cet analphabétisme émotionnel que j'avais pu identifier Au cours de ta carrière autour de ma professionnelle. carrière. Et mes frustrations, je voulais les convertir en quelque chose de productif et non pas rester dans une espèce de cynisme. Et là, j'ai ouvert une période qui a été la plus belle période de ma vie. J'avais 38 ans, j'étais au chômage, et ça peut paraître paradoxal, hein. J'ai fait la queue au pôle emploi local, hein. Donc c'était une queue longue, hein, 27% de chômage, hein. Oui. Ça veut dire le tour de pâté de maison et j'étais là. Un matin de janvier, avec la buée qui sortait, entre voisins, on était tous là, hein, 27%, t'as tous les voisins dans la queue. Hein. Mais moi j'avais une flamme, une étincelle, parce que je savais où j'allais. Et là j'ai commencé à me former comme coach. En décidant de travailler sur moi. Donc de ne pas prendre juste comme une compétence que je vais aller acquérir pour pouvoir utiliser au niveau professionnel, mais de vraiment travailler sur moi. Et juste, Benoît, tu décides de devenir coach et de faire la formation coach parce que tu avais saisi, tu nous l'as dit un petit peu plus tôt dans notre conversation, que tu avais quand même cette fibre de pouvoir écouter, de pouvoir fédérer. Oui, j'ai piloté donc jusqu'à 8000 magasins et j'ai eu beaucoup de très bons moments. Et je me suis rendu compte aussi, en fait j'ai fait ce qu'on appelle mon SWOT. Hein. SWOT, c'est cette analyse, mes forces, faiblesses, risques, opportunités. Et clairement, j'ai tout axé sur mes forces. Et cette année-là m'a permis de creuser, d'explorer et aussi de me préparer mentalement pour le succès. Préparer veut dire oser travailler sur moi. Travailler sur moi veut dire mes zones d'ombre, les relations qui ne fonctionnent pas. Je me dis, je veux vraiment tout amener, mettre le curseur à 10 sur 10. Avoir le courage de voir ce que je fais bien, ce qu'éventuellement je fais moins bien. Et ça, c'est fait en parallèle avec la PNL, hein, la programmation neurolinguistique. En tout cas, 9 mois après, je me sentais prêt à démarrer. Et j'ai aussi participé à un atelier vers le mois de juin qui s'appelait « Vivre du coaching ». Un coach proposait à d'autres coachs de réfléchir comment finalement gagner de l'argent avec ça. Et c'était intéressant parce qu'à un moment donné, il pose la question « En quoi êtes-vous le premier ?» Donc une camarade répond « Moi, je suis la première femme coach d'enfants avec un déficit d'attention en Galice. » L'autre, moi, je suis la première femme de coach, femme divorcée. Ok, et moi, je suis premier en quoi? Et je vais sur Google, donc je savais un petit peu que je voulais rester quand même sur mon monde d'origine. Je ne voulais pas quitter le retail et la vente. Je mets retail coaching, et la première réponse était retail and management coaching. C'est-à-dire que ces deux mots ensemble, personne ne les a mis ensemble. Donc je dis, je suis leader mondial du retail coaching. Alors, tout le monde rit, etc. Mais un mois après, j'avais mon site web, leader mondial, jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, on a inspiré d'autres personnes, et j'en suis ravi. Mais on est leader mondial de retail coaching. Mais c'était ça, cette inspiration. Et donc, mes 2 ex-employeurs sont devenus mes 2 premiers clients. Cette personne qui m'avait viré en décembre 2008, durant la conversation, je dis, en fait, si jamais je développe une méthode pour vendre plus et mieux avec des collaborateurs épanouis, est-ce que je peux la proposer? Elle me dit, ben attends, je suis en train de te licencier, tu me proposes? Et elle me dit, écoute, pourquoi pas? Prépare-le, reviens me voir. Et elle me dit, ok, écoute, va voir notre filiale française et fais ce que tu peux. Et mon ex-employeur Kodak a été mon 2e client. Et cette personne qui m'avait licencié est partie sur notre client, Pepe Jeans. Elle me dit, Benoît, tu peux s'y venir? J'ai eu un 4e, un 5e, jusqu'au 135 qu'on a aujourd'hui. Et cette méthode, globalement, on l'a peaufinée, mais c'est la même méthode. Et tout ça, c'est parti depuis ta cuisine, en Espagne. Et comment elle a vécu ça, Viviane, ton épouse, cette transformation? Je pense qu'elle a observé. On était déjà ensemble depuis donc, une quinzaine d'années. Et elle s'est rendue compte que j'étais épanoui.
Et qu'en travaillant sur moi, je devenais, je pense, quelqu'un de mieux. Et je pense que ça l'a interpellé. Donc 2009, c'est la naissance donc, de Cap Kellen. Est-ce que tu peux, enfin tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais nous redire un petit peu quelle est cette méthode, quels sont ces outils justement qui vont accompagner ces entrepreneurs, ces managers, qui vont accompagner leurs équipes pour une meilleure performance? Oui. Alors déjà, quand le 1er septembre 2009, on va créer formellement la société, on est 50-50 avec Viviane. Donc ça va être aussi un projet familial. Et même si elle travaille dans une entreprise de retail, elle m'appuie et on est ensemble. Oui, à ce moment-là, elle n'est pas à 100%. Non, c'est un an plus tard, voyant que les clients arrivent et que finalement cette idée commence à faire sens, elle me dit « moi aussi je m'ennuie un petit peu, pourquoi je t'aiderais pas ?» Ça me paraissait un peu une saugrenu. Je dis « écoute, c'est vrai, pourquoi pas ?» Et je savais qu'elle est très, très talentueuse et qu'elle me complétait extraordinairement bien. Et la seule condition qu'on a mise, c'est qu'elle devienne coach elle aussi. Ce qui, in fine, est devenu un super cadeau pour tous, pour elle d'abord, mais aussi pour la famille. Non, voilà, donc c'est comme ça qu'on démarre. Et cette méthode, c'est, à ta question, la méthode retail coaching, qu'on appelle aussi sales coaching, parce qu'on l'applique aussi dans le monde B2B. C'est une méthode où en 3 mois, on se sent capable de démontrer qu'un patron, un responsable de boutique, un area manager, un directeur retail, un CEO, est capable d'intégrer dans son style de management les outils du coaching. Au lieu de donner juste des ordres, au lieu de dire, écoute, Julie, la vente, je veux que tu vendes plus, c'est un peu faiblard. Là, d'ailleurs, là, je pense que tu peux vendre, avec cette conversation un peu frustrante, convertir ça en, Julie, comment ça va? Est-ce qu'on peut faire le point sur tes résultats? De quoi es-tu fier? Qu'est-ce que tu pourrais faire mieux? Comment tu peux t'y prendre? Et faire réfléchir l'autre. Et amener cela sur les rituels managériaux. Et quand on parle de rituels managériaux, c'est la revue de performance individuelle. C'est, dans le monde de la vente aussi, j'observe une vente, quelle conversation j'ai après ça. C'est aussi les réunions d'équipe. J'ai vécu tellement de réunions ennuyeuses. Ennuyeuses, tout le monde bâillait, surtout par Teams. C'est juste pas possible. Et nous, en tant que coach, on challenge ça. On challenge sur la qualité des rituels managériaux. Donc notre méthode, c'est, en 3 mois, proposer à des managers de nous démontrer qu'ils deviennent des coachs. Démontrer veut dire qu'ils s'enregistrent, on les voit dans le détail, ils reçoivent des feedbacks et vivent eux aussi un développement professionnel et personnel aussi profond qu'ils le souhaitent, soit en termes de savoir-faire, soit en termes de savoir-vivre, soit en termes de savoir-être. Et au fond de tout ça, il y a la confiance en soi. Mais c'est un peu utopique, là, j'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire, Benoît. Franchement, les entreprises, elles veulent vraiment investir de l'argent dans du coaching pour leurs salariés? Alors c'est vrai que tout à l'heure, tu me disais que parfois le coaching, effectivement, c'est vu par la société comme quoi tu... Oui, le coaching, moi, aujourd'hui, clairement, quand j'entends le mot coach, je me dis, mais c'est un mot tellement galvaudé, tellement de personnes ont utilisé le mot coach, ont fait des formations en vite, notamment sur les réseaux sociaux, en vendant et en profitant forcément de l'émotion et de la fêlure peut-être de certaines personnes, que je ne suis pas très rassurée personnellement quand j'entends le mot coach. Ouais. Et c'est un point extrêmement important. Et je partage ton observation. Donc effectivement, là il s'agit bien du coaching professionnel. D'un coaching labellisé par ICF, International Coaching Federation. À ta question, les entreprises aujourd'hui l'ont bien compris. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu du succès. C'est qu'on fait du coaching professionnel, c'est-à-dire que nous sommes formés. Moi-même, je suis MCC, donc, la plus haute crédentiale dans le monde du coaching. Mais il y a 1 mois, j'ai dû renouveler cette crédentiale. Alors qu'un architecte, un avocat, un psychologue à son diplôme à vie, un coach tous les 3 ans doit le renouveler. Donc démontrer sa formation continue, ce qui est tout à l'honneur de la profession. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de crédibilité. Et le coaching, c'est à la fois le monde du sport, c'est le monde de l'art, de la vie personnelle. Et nous, c'est vrai que mon choix stratégique, ça a été de le centrer sur un secteur qui est la relation commerciale et le retail.
Parce que j'estime que cette bulle d'1,40 m qu'on a toi et moi en ce moment, qui peut être aussi la bulle d'1,40 m dans une boulangerie ou dans une visite commerciale, on peut aller au-delà de la transaction. On peut se regarder dans les yeux et on peut vivre une expérience. On parle beaucoup d'expérience client, d'expérience employée. Est-ce qu'on est capable effectivement d'élever cette expérience-là? Alors oui, ça peut paraître un peu idéaliste, et je suis un peu un rêveur, mais aujourd'hui on a trouvé une méthode pour réussir ça. Et en avoir des KPI, donc des résultats financiers, et une fidélisation des collaborateurs. Aujourd'hui c'est un vrai enjeu. Je connais des réseaux de magasins avec des taux de rotation de 50%. Cela veut dire qu'en début d'année, tu as 1000 collaborateurs, tu en as 500 qui vont partir durant l'année. Donc tu passes ton temps à embaucher des gens qui ne vont pas rester. L'idée, c'est comment développer un environnement qui soit durable. Durable veut dire on travaille aussi sur le temps long et sur la performance. Donc en tout cas, c'est ça notre enjeu. Et on le fait aussi bien que l'on peut. C'est évidemment pas un monde parfait, mais c'est ça notre enjeu. Et c'est le fameux sourire de la boulangère dont tu parles dans ton TEDx, c'est ça? J'adore les boulangeries. Et quand je vais chez ma boulangère sur la place de Séné, elle me dit « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?»« Ah, une baguette, s'il vous plaît. »« Oui. Et avec ceci ? Un croissant. Et quoi d'autre ? Un pain au chocolat. Et quoi d'autre ? Non, ce sera tout. » Elle chante en me parlant. Et sa voix monte d'une octave, pratiquement. Et ce sourire, quand je sors de la boulangerie, ben je l'emporte avec moi. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Mais en plus, il est rentable, son sourire, parce que au lieu d'avoir juste une baguette, il y a 3 articles. Et il est aussi vital. Quand on voit ce qu'est le commerce aujourd'hui, Amazon, ChatGPT. Donc, effectivement, on a 30 000 boulangeries en France, 26 000 pharmacies. Nous, on travaille aussi dans la mode, le luxe, la cosmétique. Comment? Alors, ma boulangère, tu veux dire, oui, c'est la patronne. Mais si tu as 3 salariés, comment tu fais pour avoir ce même pep, cette même envie de rendre l'autre unique, aussi de poser des questions, de s'intéresser à l'autre et d'avoir une vente qui soit vraiment gratifiante? Comment tu fais que tes collaborateurs, même si tu en as 100 000 ou 800 000 comme McDonald's dans le monde, aient tous... C'est ça notre enjeu. Tu as parlé un peu tout à l'heure de la programmation neuro-linguistique. C'est important aussi dans la formation du coach d'aller toucher un petit peu tout ça, les émotions justement. Donc, les coachs s'outillent avec une diversité de programmes. Ce qui est intéressant, c'est de donner la possibilité aux clients de connecter avec ses émotions, de les nommer par exemple. Maintenant, une session de coaching individuel peut être plus ou moins superficielle, plus ou moins profonde. En fonction si la personne elle a envie de se livrer ou pas, c'est ça? Absolument. Et la base du coaching, c'est une danse, une relation à deux, où d'un côté, le coaché doit être à l'aise, d'un autre côté, doit être ouvert à être challengé. On estime en coaching que le succès commence à la lisière de la zone de confort. Donc, qui t'amène à se dire « Oh tiens, c'est vrai que je pourrais peut-être piloter mes équipes de manière un peu différente. » Qui t'amène à te dire « C'est vrai que mon niveau de confiance en moi est à 6 sur 10. Que se passerait-il si j'arrivais à 8 ?» Mais là, on parle de chefs d'entreprise, on parle de managers. Ils n'ont pas forcément envie de te montrer qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux ou qu'ils ont telle fêlure ou une vulnérabilité. Oui, alors, on parle beaucoup de vulnérabilité. Et déjà, on parle beaucoup de reconnaître en quoi on est vraiment très fort. Et c'est déjà un pas important. Savoir, mais c'est dans le monde du sport. C'est comme quand Luis Enrique travaille avec Dembélé. En quoi tu es fort? En quoi tu es vraiment très bon? En quoi tu pourrais t'améliorer? Il ne faut pas avoir peur en plus d'être bon. Il ne faut pas avoir peur d'être bon et surtout se dire qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que sur le temps long, je peux continuer à être bon? Je peux cultiver mes talents? Mais donc effectivement, quand tu es vraiment avec des CEO, des patrons de grosses entreprises, alors déjà, moi je trouve que depuis que j'ai commencé il y a 16 ans,
la société quand même a beaucoup évolué aussi. Autant les hommes que les femmes. Donc on est plus ouvert, c'est ça que tu veux dire? Il y a plus de personnes plus ouvertes à aller dans cette direction, oui. Pour eux-mêmes déjà. Et moi, j'ai vécu de très très belles relations, des très beaux process avec des numéros 1. Je pense que la société appelle ça. Des gens qui soient, en bon français, bien dans leur pompe. Qui savent communiquer non seulement des objectifs stimulants, mais le dire d'une manière qui soit crédible, qui soit légitime, où on sent qu'eux aussi prennent soin d'eux. Mais on peut faire un coaching sur une base plus superficielle aussi. Si un sujet de coaching, c'est je suis moins 5% en vente, je ne sais pas trop comment y prendre, c'est un sujet de coaching qu'on peut aborder depuis disons, une perspective comportementale, où on peut creuser un petit peu. Et creuser un petit peu veut dire aller au niveau des croyances, croyances limitantes souvent, des capacités, de l'identité, voire même du transpersonnel. Transpersonnel veut dire pourquoi suis-je là, en 2 mots. Qu'est-ce que je veux laisser? Et ça se passe beaucoup notamment dans l'entreprise familiale pour le numéro 1. À quoi est-ce que je veux contribuer? Bon, c'est le sujet magnifique de coaching. Et c'est déjà arrivé pour toi, Benoît, que tu sois face à quelqu'un qui décide de ne pas du tout se livrer et te dire, bah voilà, le coaching n'est pas possible? Oui, parce que dans notre cas, nous proposons un programme où le middle management, donc typiquement un directeur de magasin, un directeur régional, reçoit une convocation sur leur entreprise et reçoit un programme de coaching où on va les stimuler à parler de performance, parler de vente d'une manière engageante. Et aussi à recevoir du coaching. Cette personne, effectivement, peut mal interpréter ou peut dire « j'ai pas envie ». Ou qui est cette personne en face de moi. Donc oui, nous on demande permission. Et si quelqu'un ne le souhaite pas, on peut interrompre un process. Donc il faut quand même être un peu curieux. Et avoir envie peut-être aussi de travailler sur soi. Oui. Alors aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens commencent à comprendre le cadeau que ça représente, qu'une entreprise investisse sur eux. Et je pense que sur 10 000 personnes qu'on a eues là depuis quelques années, on a peut-être eu 2 ou 3 cas de personnes où soit eux, soit nous-mêmes, on dit ça ne vaut peut-être pas la peine de continuer avec cette personne. Et c'est légitime de ne pas vouloir. Capkellen, donc on a dit leader mondial. Pourquoi? Parce que vous coachez des coachs dans le monde entier. Et donc forcément, même si tu te déplaces dans certains pays, ça se passe aussi en visio. Et qu'est-ce que ça peut être ennuyeux, une visio, Benoît? Comment vous faites justement pour continuer de motiver les gens? Alors, donc effectivement, déjà nous avons donc ce réseau mondial de coachs, donc dans sa langue, dans les 14 langues, au Japon, en Corée, en Chine, à Hong Kong, à Dubaï, dans tous les pays européens, aux États-Unis, au Mexique. Et on a effectivement, parfois pour des raisons même de déplacement des participants, le Teams. Et ça a été 2020 pour tout le monde, le Covid. Pour nous, une année compliquée, une année où on a eu une vraie difficulté. On était à zéro parce que les projets se sont arrêtés. J'ai eu un vrai mouvement tellurique pour le coup parce que en plus j'avais la mauvaise idée de m'endetter au niveau personnel avec l'immobilier une semaine avant le Covid. Donc, parce que j'avais un très beau projet qui arrivait et il m'appelle, écoute, ça va t'annuler. Et donc il a bien fallu déjà prendre le coup et trouver des solutions. Et il se trouve que moi j'ai eu mon anniversaire, mes 50 ans, durant le Covid. Et ce 14 novembre 2020, c'est un samedi en plus. Et moi j'aime faire la fête. Et je dis, je vais faire par Zoom. J'appelle mes frères et sœurs, je dis, samedi soir, écoute, toute la semaine on est par Zoom. Bon allez, on passe 5 minutes. 5 minutes. En tout cas, ce samedi soir-là, j'avais 72 connexions. La majorité familiale, donc, papa, maman, les enfants, donc en tout on était 200. Et on commence, et je fais des salles privées, on chante ensemble, les gens commencent à parler. À un moment, je dis à maman de chanter, elle a une chanson classique, je dis, maman, tu peux te mettre debout? Là, elle t'entend dans sa salle, elle se met debout, et tout le monde lui répond, de mon pays d'Espagne, olé! Et en fait, les gens étaient émus. Ils avaient en plus besoin de se retrouver. Et à 10h, j'ai dit, ça avait prévu de durer 1 heure, donc moi je vais rester un petit peu, mais ceux qui veulent partir, tout le monde restait. Je me suis dit, si on arrive à toucher les gens par Teams, on va professionnaliser ça.
Et dès mars 2021, on a commencé à avoir des projets au niveau mondial où effectivement, le fait de maîtriser les 20 techniques, 20 techniques pour qu'une personne qui reçoive 8 heures de formation par Teams, de 9h à 17h, à 9h01, se dise quelle chance j'ai. Je vais éteindre mon téléphone, je vais éteindre mon pop-up de Outlook pour être attentif. Et à 16h59, ils disent c'est déjà fini. Et nous mettent un 10 en termes. Voilà. Il y a des techniques, mais en tant que coach, ça c'est un bel apprentissage. Donc tu l'as dit, hein, tu es coach. Tu t'es fait coacher dès le démarrage de ton aventure, comme Viviane également. Est-ce que tu as une anecdote personnelle qui pourrait illustrer justement les bienfaits, si je peux dire comme ça, du coaching justement? Donc, je me suis fait coacher et je continue. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Je suis aussi chef d'entreprise qui a aussi ses zones de doute, qui a aussi sa motivation, qui n'est pas tout le temps à 10. Récemment, par exemple, c'est ça, comme tu le disais, moi je viens de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Je me suis rendu compte il y a un mois à peu près que j'étais un petit peu triste. En tout cas, je n'avais pas cette espèce d'énergie qui me caractérise. Et j'ai fait donc une partie du chemin. Alors, le coaching m'a permis de mieux me connaître, de savoir quand je sens que je veux me remplir mes stocks d'énergie, comment faire. Là, en l'occurrence, j'étais avec des gens en mouvement et ça a été fabuleux. Donc, c'est venu un processus de coaching. Mais de même, par exemple, en 2009, lorsque je suis devenu coach, pour moi, le fait de rétablir des relations endommagées, donc de sentir le pouvoir qu'on a, toutes ces relations un petit peu qui peuvent pourrir un peu la vie, ou qui peuvent tout simplement ne pas être aussi épanouies qu'on aimerait, être capable de les aborder et de les résoudre. Donc moi j'ai une anecdote, effectivement, moi je suis le deuxième de 3 dans la famille, j'ai une belle famille. C'est vrai qu'un jour j'ai une anecdote, quand moi j'étais stagiaire en coaching, le matin, ce jour-là, le sujet c'était rétablir des relations endommagées. Première question, marquer le nom d'une personne importante avec qui la relation pourrait être meilleure. Je t'informe ce jour-là, je dis tiens, mon frère aîné, David, écrivait de 0 à 10, quelle est la relation, de combien est la relation? Je mets un 6. C'était pas 3, c'est 6. Décrivez la relation. Voilà, je suis deuxième, il prend beaucoup de place, mais j'ai toujours essayé de faire ma place, donc d'avoir les meilleures notes, etc. Bon, c'était un peu une relation de rivalité. Lui, qu'est-ce qu'il en pense? Je ne savais pas. Question suivante. Qu'allez-vous faire? Tiens, j'ai une conversation. Donc un jour, il appelle, et je lui dis, en fait, David, tu sais que je serai chez toi dans 10 jours, je vais t'inviter à dîner, au restaurant, ce qui est inhabituel entre frères. Et donc un jour, on a la coupole à Paris, lui et moi, un lundi soir. Et je dis, voilà, durant 38 ans, je t'ai pris comme un peu un rival, etc. Et aujourd'hui, c'est fini. Je vais être le premier membre de mon fan club. C'est facile parce que c'est quelqu'un de brillant. Et c'est une belle conversation qui dure 5-10 minutes. Après, on a parlé d'autres choses, de foot, etc. Mais ça m'a permis vraiment de travailler et cette relation a permis d'en rétablir d'autres aussi. Et quand on connaît ce pouvoir qu'on a, de travailler même des relations parfois incommodes, c'est un super cadeau. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en entreprise aussi, tu travailles sur les relations endommagées, les non-dits aussi très importants justement pour rétablir la confiance. Oui, donc ça fait partie de notre niveau 2. On a un niveau 1 où ce sont les basiques du retail coaching. C'est les 3 rituels. Là, comment... Alors là aussi, quand un coach professionnel, typiquement ce sont des sessions d'1 heure. Mais quand tu pilotes un magasin, tu n'as pas 1 heure, tu as peut-être 5 minutes. Donc, ce qu'on appelle les 6 questions, 26 mots d'une session de coaching. On a aussi un enjeu de réconcilier les gens avec les mathématiques. C'est vrai qu'on a souvent peur des chiffres. On s'est rendu compte, beaucoup de gens ne vont pas te le dire en public, mais quand tu es en confidentiel, ils disent Benoît, tu sais, je ne comprends rien. Je n'y comprends rien aux chiffres. Quand tu dis 1,3, 3 c'est quoi? Encore 8%, c'est quoi? Tu dis Benoît, attends, on ne met pas les décimales et les... certains ne sont pas très à l'aise, non? Et pourtant, ce sont des gens talentueux. Et donc, tu veux qu'on reprenne ensemble, regarde. Tu vois? Par exemple, si tu as un indice de vente de 1,3,
Cela veut dire que sur 10 tickets vendus, tu as vendu 13 articles. Cela veut dire que sur 3 des 10 tickets, tu as vendu une deuxième ligne. Donc 1,4, ce serait qu'il y ait un quatrième ticket avec une ligne en plus. Ah ok. Des gens, même des managers, hein, qui ont travaillé pendant des années en disant oui, mais ils ne comprenaient pas les chiffres. Ça paraît tout bête, mais cette notion juste de valider la compréhension. Est-ce qu'on parle le même langage? Sans jugement. Sans jugement et sans cette phrase tellement engageante qui est « t'es nul en maths », que j'ai entendu. et donc, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est des choses qu'on a acquis, qu'on a achetées finalement, sans les revisiter. Et parfois, c'est juste se dire, peut-être que je ne suis pas un génie, mais je peux quand même peut-être faire un effort pour comprendre, même quel que soit mon âge. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc ça vient aussi de la neuroplasticité. C'est de se dire, okay, quel que soit mon âge, ma condition, mon niveau d'études, je peux décider de continuer à me former. Oui. Et cela sera enregistré. Hein, ce muscle d'1,4 kg, le cerveau, est extraordinaire. Et au quotidien, on peut le muscler. Et ça, c'est fabuleux. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu du modèle économique de Cap Kellen? Comment ça se passe en fait? Tu n'as pas de salariés, ce sont des indépendants qui viennent travailler chez toi, qui viennent se former avec toi. Alors, c'est pas exactement formé. Donc effectivement, hein, nous avons un modèle qui est, ce qu'on dit en anglais, light and scalable, hein, c'est-à-dire léger en termes de structure. Alors, on a quand même quelques salariés, mais c'est une petite structure. Par contre, on a effectivement ce réseau mondial. Hein. Ce sont des indépendants, ce ne sont pas des salariés, qui sont des coachs professionnels. Donc ils se sont tous formés indépendamment. Chacun s'est formé, et ce n'est pas moi qui les forme. Je reçois que des gens qui sont déjà coachs et qui ont déjà fait ce cheminement individuel. Ouais. Et qui partagent nos valeurs. Et signent un document de valeurs qui est pour nous essentiel. Et des gens qui ont travaillé dans la vente et le retail, donc qui ont été, même si on dit qu'un coach peut coacher n'importe qui, hein, je peux coacher un médecin sans savoir de médecine, je peux coacher un pilote d'avion sans savoir d'aviation. Lorsque j'ai démarré, j'ai senti que c'était intéressant que l'environnement spécifique du retail et de la vente méritait une approche spécifique. Par rapport à la mentalité de la vente, par rapport au rythme, comment dans ce cadre-là intégrer ce double processus du coaching qui est prise de conscience, prise d'action. Prise de conscience, prise d'action. Parce que dans la pratique, pourquoi ça ne marche pas? Parce que souvent on dit prends des actions, mais il n'y a pas une prise de conscience préalable. Ah oui, je vends plus, mais je n'ai pas bien compris comment je peux vendre plus. Ou alors c'est l'inverse. Ah oui, c'est vrai que je pourrais vendre plus, mais il n'y a pas une prise d'action qui suit. Surtout qui vient de soi. Et voilà, donc d'où aussi l'intérêt de la linguistique. Donc, excuse-moi. J'ai donc des coachs qui sont des coachs professionnels qui viennent du retail et qui signent avec nous un contrat de collaboration professionnelle. C'est un contrat rigoureux qui ressemble un petit peu à un contrat de franchise et qui nous permet donc de nous étendre. Et lorsqu'un client nous dit Benoît, ce qu'on fait en Europe est vraiment très bien, mais j'ai besoin de ça au Japon, j'ai bien été obligé d'aller identifier là-bas une coach rare, évidemment, une perle rare, qui a ce profil-là, avec qui on arrive à se comprendre, qui partage nos valeurs, qui est de l'ICF, hein, donc la International Coaching Federation, donc, qui nous permet quand même, moi, voilà, depuis la France, l'Europe, de dire, OK, est-ce qu'on va se comprendre, est-ce qu'on va pouvoir nous-mêmes développer une relation de confiance? Et c'est mon plus grand succès. Oui, parce que ton contrat dépend de la fameuse perle rare que tu vas trouver sur le terrain. Et ça, c'est le job de Viviane. Alors, oui, c'est-à-dire que donc, on travaille ensemble sur identifier... Globalement, l'enjeu, c'est nouer des relations de confiance à long terme avec des clients et là avec des coachs. Et pour nous, mais en général, hein, on se rend compte de plus en plus, c'est ça l'enjeu. Hein, nouer des relations de confiance à long terme. Donc oui, pour moi, d'avoir donc nous, on a une convention annuelle, on se retrouve, les coachs se retrouvent, s'apprécient, on est une communauté, un réseau de coachs. Vous avez réussi avec Viviane vraiment à fédérer justement tous vos coachs, alors que pourtant, ils sont partout dans le monde. Ils sont partout dans le monde, ce sont des gens très talentueux, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes. Sur certains sujets, les coachs sont meilleurs que moi, hein. Il y a certaines spécialités. Je pense à une coach en team coaching qui est une référence mondiale.
ou en termes d'outils, en termes de type de personnalité, ou en termes de certains outils. Voilà. Et pour nous, c'est une richesse. Donc, ça, on le met à disposition. En tout cas, cela nous assure que le niveau de wow d'un stagiaire à Hong Kong, Shanghai, Mexico, Los Angeles ou Berlin soit présent. Et ça, on le mesure. C'est le NPS. On ne cherche pas ce que les gens nous disent oh, c'est bien. Non, non. Soit ils nous disent waouh. Soit on a fait un NPS, c'est job. la note qu'on va donner à la fin. NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est notre capacité à générer des fans. Et donc nous, on cherche à. Et on le dit d'ailleurs. Aidez-nous. On est là, aujourd'hui, là, pour générer un 10 sur 10. Et si on donnait un 8, à la question, est-ce que vous recommanderiez cette. Voilà. C'est un petit peu un niveau d'excellence qu'on recherche. Parfois, ça ne marche pas. Mais donc, notre NPS moyen, l'an passé, a été 94. Cela veut dire que la grande majorité des gens nous ont mis 9 ou 10 à cette question. Et alors, est-ce que tu coaches, Benoît, aujourd'hui comme tu coachais avant, quand tu as démarré, là, en 2008-2009 avec Viviane? Non. Parce que, oui et non. Je ne suis plus la même personne. J'aurai 55 ans en quelques mois. J'ai un vécu, j'ai une expérience qui est différente de 50 ans ou 45 ans. Et c'est intéressant aussi de voir qui on est aujourd'hui, le ici et maintenant. D'autre part, un des métiers qui me passionne, c'est de coacher mes coachs. Autant sur leur facette formation que leur facette coaching. C'est-à-dire m'assurer que, autant en termes de pratique éthique qu'en termes de performance, donc, qu'il soit dans cette excellence, quoi. Là encore, quand on a démarré, il m'arrivait donc de délivrer les formations. Viviane était en fond de salle à prendre des notes. Benoît fait une blague, tout le monde a ri, ça marche. Ah, là il a fait une blague, c'est un flop, on dégage. Et de créer des Excel derrière, qui est en fait notre manuel opérationnel. Donc une partie de mon travail aujourd'hui, c'est déjà de transmettre ce manuel opérationnel. Teams, là aussi, a beaucoup aidé. Mes formations sont enregistrées et les coachs les voient avant de les répliquer. Évidemment, on les incorpore à leur personnalité, à leur style, mais on sait les outils qui fonctionnent, les blagues qui fonctionnent, les animations. Donc mon travail aujourd'hui consiste à accompagner cette équipe vers son meilleur niveau. Et en tout début d'interview, Benoît, tu as dit, moi, quand je me suis fait licencier, je me suis dit, ça y est, je vais monter mon entreprise, j'étais sûre de moi, j'étais habitée. Est-ce que tu es toujours habitée aujourd'hui? Oui. Et ça m'émeut parfois. Il y a évidemment des jours plus ou moins exaltants. Et j'aimerais que cette entreprise dure 250 ans. Comme Mitsushita, qui a monté Panasonic. Mais en fait, on a la sensation, et peut-être que je suis un rêveur, peut-être que je suis un poète, mais de faire le bien. Et être extrêmement efficace. On sait parler aux gens en cravate, et on sait en fait réconcilier cerveau droit, cerveau gauche. Une partie extraordinairement opérationnelle, une partie de sens. Et on a la conviction de ce qu'on fait est utile, et nos clients nous le disent. Donc on veut juste être à la hauteur du challenge. Et moi, quand je me réveille le matin, ça me motive, ça me donne aussi envie d'innover. Donc on a notre niveau 2, par exemple, qui est un niveau où on est sur une dimension, qui pour le coup intègre les émotions. C'est-à-dire pour un manager, comment oser aborder les émotions, comment aller sur les émotions de manière efficace. Les valeurs. Comment avoir une. Donc là, on est vraiment en bas de l'iceberg. L'iceberg, ça veut dire ce qu'on appelle les niveaux neurologiques. Est-ce que finalement, dans une séance de 10 minutes avec un collaborateur, on peut s'assurer que les valeurs individuelles et les valeurs d'entreprise soient alignées et que les valeurs soient alignées avec les comportements qu'on demande? C'est un super exercice. Donc, ça, pour nous, c'est un niveau 2. De même que cette notion, par exemple, de relation endommagée à rétablir, ça fait aussi partie de notre niveau 2. Donc, pour moi, ça me stimule énormément d'avoir développé ce niveau 2 et
Et c'est aussi ce qu'on me demande. Hein. On me demande d'aller plus loin, de continuer à structurer, et ça motive. Et c'est pourquoi, pour toi, Benoît, quelles sont les qualités d'un bon coach? Donc, il faut aimer les gens. On aime tous les gens, hein, mais il faut quand même avoir cette fibre pour l'autre. On développe, lorsqu'on devient coach, la capacité d'écoute. Écoute veut dire, pose une question, rester en silence en regardant l'autre derrière. Je le dis comme ça parce qu'on se rend compte qu'on est dans un environnement du bruit, un environnement digital. Donc l'écoute, qui implique donc le silence. On n'aime pas beaucoup le silence. Hein. Et puis regarder l'autre dans les yeux, c'est difficile aussi. Le silence est un acte linguistique dans le coaching. Et donc nous, quand on incorpore ça dans le monde du commerce, c'est à quel moment je stimule mon collaborateur à oser demander à une cliente, c'est pour quel usage? Comment aimeriez-vous vous sentir avec ce vêtement? Évidemment, il faut créer une relation pour oser poser la question, mais pour que ce soit juste, bah tiens, voilà, c'était le prix. Et donc ça, c'est donc quand on parle de vendeur qui devient coach, alors on le dit entre guillemets, hein, mais c'est un petit peu cette notion de donc, question ouverte, silence, feedback, oser dire les choses, ne pas cacher les choses. Donc, et oser les dire d'une manière qui soit qui puisse être recevable par l'autre. Reconnaissance. Dire, Julie, j'ai adoré la vente que tu viens de faire. Je te trouve extrêmement performant ces derniers temps. Et le dire. Et construire autour de ça. Et, la métaphore. Ah, donc tu aimes le tennis? Si tu étais Carole Alcaraz, comment tu réagirais là? Tu aimes la guitare? Si tu étais Jimi Hendrix, qu'est-ce que tu ferais maintenant? C'est fabuleux. C'est ce qu'on appelle un changement d'observateur. C'est une série de techniques qu'on continue à apprendre. Hein, et voilà, c'est un petit peu la boîte à outils du coach. Et comme outil aussi, tu as donc écrit un livre, Benoît, Retail Coaching, un livre que tu as continué d'alimenter au fur et à mesure. On est à la 3e édition aujourd'hui, qui te permet vraiment de transmettre aux coachs, aux équipes. Et dans ce livre, page 121, il y a un chapitre qui est réservé aux directeurs territoriaux. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important de consacrer un chapitre? Les fameux directeurs régionaux, hein, area manager. En fait, dans une voiture, une courroie de transmission coûte que 500 €. Mais si elle ne fonctionne pas, la voiture ne fonctionne pas. Et la courroie de transmission de la stratégie d'entreprise, c'est vraiment le directeur régional. Dans ses visites, à ses équipes, dans ses visites en magasin. Et c'est un rythme spécifique, c'est un rythme de visite. Toute une notion du coaching, de la présence, de l'écoute active, de la performance review, hein, de réviser les performances. Comment finalement avoir une visite réussie? Comment faire des visios réussies? On en parlait. Donc le directeur régional, c'est un peu cette personne qui doit savoir motiver, savoir aussi transmettre la stratégie. Donc effectivement, dans la dernière version du livre que j'ai écrite après le Covid, j'ai pensé introduire vraiment ce rôle spécifique pour donner des clés. Nous avons certifié dans notre méthode Retail Coaching des centaines de directeurs régionaux et on estime qu'il y a d'une part un développement en termes de talent. Un directeur régional, typiquement, quelqu'un qui a pu être avant un directeur de magasin ou un vendeur. Et donc, dans le développement stratégique vers les directions, la haute direction, il y a des enjeux. Et aussi, dans sa relation aux équipes, comment finalement faire une différence. Faire une différence en termes de performance et faire une différence même dans l'expérience client. Quand je suis en N+2 ou N+3 par rapport à mes vendeurs, comment finalement faire une différence. Donc là, il y a quelques clés. Tu retrouveras aussi la visio, par exemple. Tu trouveras les réunions, l'email, comment démarrer une semaine. Donc voilà, tout ça, c'est ce chapitre-là que j'avais dans ce premier livre que j'avais écrit en 2011, hein, qui a été actualisé. Hein, et donc cette dernière version est donc récente avec cette motivation, notamment au moment digital. Livre écrit évidemment en français, mais bien sûr en espagnol, en anglais. On le trouve dans plusieurs langues. Dans 3 langues, 80 pays. Alors c'est ce qu'on appelle techniquement un long seller. Hein, donc seller, ça veut dire qu'il
Il est toujours référencé dans de nombreux pays. Et ça nous a permis, en fait, d'arriver en de bonnes mains. Donc, beaucoup de mes clients l'ont trouvé quelque part et m'ont appelé. Alors, il n'y a pas que celui-ci, Benoît. Il y a aussi un deuxième livre, Le vendeur connecté. Voilà, le vendeur connecté, comment retrouver le sourire de la boulangère à l'ère du commerce omnicanal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le mot omnicanal? Le sourire de la boulangère, on a bien vu que c'était l'expérience client tout à l'heure. Omnicanal veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, pour acheter un vêtement, un meuble ou partir en vacances, on va forcément aller consulter Internet. Voir des sites de marque. Et quelque part, cette notion, quel est le rôle alors du vendeur? Est-ce que les clients se rendent en magasin? Et si oui, pourquoi? Donc, omnicanal veut dire qu'il y a plusieurs canaux de distribution. Et il y a 5-7 ans, le marché était très inquiet par rapport à ça. Aujourd'hui, dans la pratique, malgré Amazon, avec ChatGPT, les clients continuent à se rendre en magasin. Par contre, ça a mis un standard, une exigence, à mon avis, sur l'expérience client. Ça veut dire que si finalement on me donne la même chose en magasin que je peux avoir chez moi, je ne vais pas y aller. D'où la valeur ajoutée qu'apporte ce vendeur. Ce vendeur comme pierre angulaire qui doit lui aussi être connecté. Connecté d'abord au client, mais aussi connecté à la tablette pour connaître son stock, pour connaître l'historique client. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le clienteling, qui est cette notion vraiment d'être en mesure de se rappeler l'historique client, l'historique achat du client, ses goûts. Donc, soit parce qu'on s'en rappelle, soit, ce qui est le bon commerçant qu'on a tous connu, mais soit parce qu'on l'a aussi sur sa fiche. Donc, c'est une montée en compétences clé. De même, beaucoup d'entreprises font ce qu'ils appellent à des call centers, des centres d'appel, et toute cette coordination pour suivre des ventes dans le monde de la jardinerie, par exemple. Donc, le deuxième livre, Le vendeur connecté, c'est un livre de 2018 qui est aussi dans les 3 langues et qui nous a aussi permis de réfléchir à cette fonction de la vente, cet art de la vente, cette danse de la vente à l'heure du digital. Et là encore, ça permet aussi, je trouve, de conserver un lien toujours avec les différents coachs ou futurs coachs. Absolument, donc c'est évidemment une lecture obligatoire pour nos coachs. Et beaucoup de nos clients aussi offrent ce livre à leurs collaborateurs. Et puis, ça me fait toujours plaisir de toute façon d'échanger. C'est un point de départ. Et ce n'est pas de la science nucléaire, ce sont des expériences que j'ai vécues. C'est toujours cette application du coaching professionnel au monde de la vente, du commerce. Et il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples vécus. Ça fait aussi rire les gens, sourire les gens, parce qu'évidemment, je parle d'expériences vécues en magasin. Donc voilà, et puis c'était pour moi un cadeau d'avoir accès à des gens dans de nombreux pays, au Canada, en Belgique, en Suisse aussi avec la version française, mais la version anglaise m'a permis d'être connu aussi en Asie par exemple. Donc voilà, c'était les beaux cadeaux. Et puis on sent un petit peu ton côté artiste aussi, toujours à vouloir faire rire, l'écriture. C'est vrai, c'est vrai. Je t'avoue que quand j'avais appelé mes parents, seulement en 1 an après avoir démarré, je leur ai dit, tiens, est-ce que je peux revenir à la maison pour cet été, reprendre ma chambre d'enfant? Parce qu'en fait, j'ai écrit un livre. Quoi, toi? Moi, je vais essayer. Besoin de revenir aux sources? C'était un besoin de synthèse. Je savais, tu vois, j'avais vécu toute cette vie exécutive, cette vie de cadre. J'ai fait cette expérience de coaching. J'avais déjà eu 5-6 clients, ou 8. Et donc, j'avais besoin de synthétiser. Et le fait de se poser pendant un été complet a été une très belle expérience d'introversion, d'introspection, de synthèse. Et donc, c'était le démarrage. Après, effectivement, il y a eu les différentes versions, éditions. J'ai eu de belles collaborations avec mes éditeurs, avec Maxima Duno en France, avec Profit en Espagne, un autre éditeur en anglais. Donc, c'était aussi une très belle relation de confiance avec ces partenaires.